Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Bernard Cazeneuve aujourd'hui dans ses qualités d'ancien ministre de l'Intérieur entre le 2 avril 2014 et 6 décembre 2016, avant de devenir Premier ministre jusqu'en mai 2017. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions dans cette salle que vous connaissez très bien. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservé jusqu'alors au taxi. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des activités de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans la mesure où vous étiez ministre de l'Intérieur lors du conflit entre les taxis et les VTC en 2014, après l'arrivée d'Uber sur le marché français, vous avez accompagné M. Thévenoud puis M. Grand-Guillaume pour résoudre ce conflit. Il nous est apparu essentiel de recueillir votre témoignage. D'une manière générale, nous souhaiterions connaître votre appréciation des révélations des Uber Files et de l'implantation de la société Uber en France et des VTC plus généralement. De façon plus précise, plusieurs questions nous intéressent. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler le contexte du premier conflit entre les taxis et les VTC en 2014 ? Lors de son audition, M. Thévenoud nous indiquait qu'il n'y avait pas de stratégie prédéfinie par le Premier ministre ou le Président de la République pour sortir de cette crise lors de sa nomination comme médiateur. Il indiquait qu'il avait fallu discuter avec tous les acteurs pour trouver une solution qui, en pratique, s'est avérée plutôt conservatrice, protectrice pour les taxis placés sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, alors que Bercy poussait plutôt pour obtenir l'ouverture à la concurrence du secteur, avant même d'ailleurs l'arrivée d'Emmanuel Macron au poste de ministre de l'économie. Pouvez-vous nous confirmer qu'au départ, il n'y avait pas d'opposition de principe ? Quelles étaient alors les relations entre les différents ministres sur ce sujet, ministre de l'Intérieur, du Tourisme, des Transports, de l'Économie, sur l'émergence des plateformes VTC à l'époque? Les positions de chacun étaient-elles connues, transparentes? Y a-t-il eu des manœuvres, des influences opaques des uns ou des autres pour faire valoir leur position, que ce soit dans le cadre de la discussion de la loi Thévenoud ou de la loi Grand-Guillaume ou de la réglementation de ces lois? L'autre sujet qui a animé nos auditions est la question d'un deal qui aurait été révélé par les Uber Files. Ce deal aurait été préparé par Emmanuel Macron avec vous et Manuel Valls en juillet 2015 pour obtenir la cessation du service Uber Pop en contrepartie d'une réduction des obligations de formation des VTC pour les aligner sur les formations de chauffeurs de taxi. Pouvez-vous nous confirmer l'existence ou non de ce deal? Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser, mais je vous propose d'entamer nos discussions à ce stade. Je vous rappelle, Monsieur le Premier ministre, que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je veux donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Monsieur le Premier ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je n'ose pas dire Mesdames et Messieurs les députés, puisque je n'en vois pas, mais peut-être sont-ils derrière leur écran. Bonjour, Madame la députée. Je vais, Monsieur le Président, essayer, à travers un propos liminaire, de répondre aux différentes questions que vous avez posées et en même temps de vous restituer mon témoignage concernant cette période qui a vu effectivement les chauffeurs artisans taxi, les chauffeurs de VTC et les représentants des plateformes s'affronter dans un cadre dont la presse s'est largement fait écho et dont l'affaire des Uber Files a pu révéler certains aspects. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à vos différentes questions, replacer le sujet qui vous occupe dans le contexte qui était le mien à l'époque. Nous étions confrontés à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé. Nous devions faire face à une vague d'attentats, au moment d'ailleurs où la crise éclate de façon très visible avec des incidents dans les aéroports et un rassemblement des artisans taxis, si j'ai bonne souvenance, quelque part du côté de la porte Maillot, qui justifie d'ailleurs que
je réunisse en urgence les représentants de la profession pour essayer de dénouer cette crise. Les attentats de janvier 2015 s'étaient produits, mais ceux qui devaient suivre en novembre 2015, l'attentat du Bataclan et l'attentat des terrasses de café, n'avaient pas encore eu lieu, et nous étions dans une préoccupation majeure, je le dis parce qu'il est important que vous ayez ça à l'esprit à l'époque, au ministère de l'Intérieur, qui était celle de la prévention du risque terroriste, dans un contexte où nous avions perdu beaucoup d'effectifs du fait de la révision générale des politiques publiques, où nous n'avions pas encore pu procéder à la reconstitution de la totalité des moyens dont nous avions besoin pour faire face à cette crise terroriste. Nous avons recruté 9000 emplois pendant la période 2012-2017, mais ces 9000 emplois ont dû être formés dans les écoles de police, affectés aux services de renseignement, et donc nous subissions de plein fouet les effets de la RGPP sans avoir nécessairement les moyens de répondre à la totalité des missions qui étaient les nôtres, y compris en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, pour des raisons qui tenaient à l'aporie des moyens dont nous disposions pour les raisons que je viens d'indiquer. Je le dis pourquoi ? Parce que c'est un élément de compréhension du contexte. Moi, je ne pouvais pas me permettre, comme ministre de l'Intérieur, dans un contexte de tension extrême, où la responsabilité de l'administration à la tête de laquelle j'étais était la protection des Français, de dispenser un très grand nombre de forces qui étaient rares du front antiterroriste pour les mettre sur d'autres sujets. Je devais bien entendu le faire, si les circonstances m'y obligeaient, mais à chaque fois que j'avais à le faire, cela posait un problème, une mise sous tension de cette administration qui était déjà très fortement soumise aux tensions résultantes de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Et donc, j'estimais que mon rôle à l'époque était de faire en sorte que toutes les crises qui étaient susceptibles de survenir fussent dénouées avant qu'elles ne surviennent, de manière à éviter d'avoir à mobiliser ces moyens. Le deuxième élément important, c'est que, je ne sais pas si ça a été évoqué à l'occasion de vos auditions, mais nous avions une réflexion globale sur la sécurité dans les transports, tous les transports, pour des raisons qui tenaient à cette menace et qui nous conduisaient à souhaiter, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qu'il y ait une traçabilité de l'action des compagnies de transport permettant de vérifier qu'aucun acte de ces compagnies, aucune opacité relative à leur activité n'était de nature à exposer notre pays à un risque face auquel nous mobilisions tous nos moyens. Donc, je tenais à préciser ça en introduction parce que, bien entendu, je suis un peu vos travaux, m'attendant à ce que je sois amené à un moment ou à un autre à y participer, mais pas avec le niveau de précision qui est le vôtre, et pour cause. Et donc, je ne sais pas si ces questions ont été évoquées, mais il me paraît un élément de contexte déterminant, parce que si on n'a pas ça à l'esprit, on ne comprend pas quelle était la position du ministère de l'Intérieur concernant ce sujet. Le deuxième élément sur lequel je voudrais dire un mot en introduction, c'est que ces événements se sont produits il y a plus de 8 ans pour moi maintenant. Bon. Et donc, je suis à un âge auquel on a encore la mémoire des choses, mais avec le temps qui passe, ça s'altère nécessairement. Et donc, comme nous n'avons pas accès à toutes les archives, les réponses aux questions que vous m'adressez ont bien entendu le niveau de précision qui est celui de ma mémoire. Et donc, je ne suis pas sûr, bien entendu, de pouvoir être aussi précis que vous pourrez le souhaiter pendant le débat, et je m'en excuse par avance, même si je vais essayer de vous donner toutes les informations dont je disposais. Ceci étant dit en introduction, donc quelques éléments sur le fond. D'abord, quelques éléments sur les acteurs. Les acteurs gouvernementaux d'une part et les acteurs économiques d'autre part. Pour ce qui concerne les acteurs gouvernementaux, il y avait quatre pôles, 3 ministères et Matignon. Et les 3 ministères, vous les connaissez, je pense que vous allez en interviewer les titulaires, enfin en tous les cas pour 2 d'entre eux. Le ministère de l'Intérieur avait un rôle de réglementation de la profession de taxi depuis assez longtemps. Pour plusieurs raisons. La première est que la préfecture de police attribuait les licences et qu'attribuant les licences, elle avait un rôle qui méritait d'être contrôlé, compris, maîtrisé. Et la préfecture de police dépendant du ministère de l'Intérieur, une partie de la légitimité du ministère de l'Intérieur à intervenir résultait du fait que nous avions cette compétence. Deuxième élément, il pouvait survenir des troubles à l'ordre public. Il en est survenu. Et par conséquent, le ministère de l'Intérieur était légitime à intervenir lorsqu'il y avait des troubles à l'ordre public pour les faire cesser et essayer de dénouer la crise. C'est ce que nous fîmes lorsque
les tensions sont apparues. Troisièmement, le ministère de l'Intérieur était amené à intervenir pour assurer le contrôle des activités par l'intermédiaire d'une unité particulière, les Bowers, qui contrôlait le respect des réglementations en vigueur, et à ce titre, bien entendu, nous avions également une compétence et nous l'avons exercée. Dans un contexte qui n'était pas très simple, parce que, j'y reviendrai, la loi Novelli avait augmenté considérablement le nombre des acteurs intervenant sur le marché, notamment les VTC. Il fallait donc multiplier les opérations de contrôle. La RGPP était passée par là, et nous n'avions pas les effectifs dont nous avions besoin pour conduire les missions avec le niveau d'acuité et d'engagement qui correspondait à mes souhaits, mais malgré tout, nous le faisions, et je crois que nous l'avons fait efficacement, j'y reviendrai. Ça, c'était le premier ministère. Le deuxième ministère était le ministère des Transports, qui avait une compétence plus particulière sur la question des VTC, mais qui était une mission qu'il ne détenait pas depuis très longtemps, puisque les VTC avaient été créés quelques années auparavant par la loi Novelli. Et le ministère des Transports avait eu un peu de peine à s'emparer de cette compétence, et cette compétence a été élargie dans le cadre du décret d'attribution du ministre des Transports au terme d'un remaniement ministériel qui est intervenu en mars 2016, si j'ai bonne souvenance, mais cela pourrait être vérifié. Vous devez pouvoir obtenir le décret d'attribution du secrétaire d'État au transport en mars 2016, et à ce moment-là, le ministère des Transports a une compétence plus entière sur la question des transports aux personnes, et notamment sur les aspects de la formation, puisqu'il a été décidé dans le cadre de cette crise de procéder à l'harmonisation de la formation des VTC et des taxis. Le troisième ministère compétent était celui de l'économie. Alors, avant de parler du ministère de l'économie, peut-être un mot sur la posture ou comment dirais-je, l'appréhension par le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur de ces sujets. Le ministère de l'Intérieur était considéré par l'ensemble des observateurs qui aimaient follement la nouvelle économie, le libéralisme, comme un ministère de conservateur, de protection des taxis. En réalité, le ministère de l'Intérieur était un ministère qui considérait qu'il avait à faire une activité réglementée et que pour bien la réglementer, il fallait faire en sorte que les règles fussent respectées par l'ensemble des acteurs concernés, ce qui, dans un état de droit, n'est quand même pas fondamentalement anormal. Donc, nonobstant tout ce qu'on pouvait penser, le bruit de fond sur le conservatisme des uns, la situation de monopole des autres, etc., nous étions le ministère de l'État, soucieux de voir les principes de l'État de droit respectés, et qui considérait que le respect des principes de l'État de droit était quand même la meilleure manière d'éviter que le désordre ne s'instaurât vraiment. Le ministère des Transports avait une position encore en pointillé, puisqu'il s'emparait d'une compétence que jusqu'à présent il n'avait pas eue, et le ministère de l'Économie et des Finances avait une compétence objective qui était celle de définir les tarifs, d'accompagner sur le plan fiscal, sur le plan des mesures économiques, un secteur dont il considérait qu'il pouvait être facteur de croissance, et qui d'ailleurs l'avait toujours fait dans une relation un peu tendue avec le ministère de l'Intérieur pour des raisons qui ne tenaient pas aux personnalités des titulaires du poste, mais pour des raisons qui tenaient à la matière dont chaque ministère avait à connaître, ce qui est assez logique et compréhensible compte tenu des compétences respectives que je viens de présenter. Et donc, ce que je ressentais à l'époque de la part des ministres de l'économie successifs, Arnaud Montebourg d'une part et puis Emmanuel Macron d'autre part, c'est que les ministres étaient sensibles à la part de croissance que pouvaient permettre ces activités, qu'ils étaient assez désireux de prendre l'ensemble des mesures fiscales et réglementaires qui permettaient de créer de la croissance et de l'activité, dans un univers qui n'était pas neutre, puisqu'il y avait une commission qui avait, sur cette question de la libéralisation des transports aux personnes et des taxis, émis des propositions à la commission Attali, et qu'un ministre, Hervé Novelli, avait, à l'occasion d'une loi de libéralisation, pris des mesures en créant les véhicules de transport avec chauffeur, les VTC, pour lesquels il avait donné une impulsion forte, mais sans préciser le cadre dans lequel ces activités devaient se développer. Nous étions donc, avec la loi du ministre Novelli,
dans un univers qui était quand même plutôt d'inspiration très libérale et qui avait laissé énormément de zones grises et d'imprécisions. Et la juxtaposition du statut d'auto-entrepreneur d'une part et d'autre part la création des VTC, dans un contexte où l'économie numérique évoluait rapidement et vite, crée les conditions pour toute une série d'acteurs de s'engouffrer dans ces zones grises pour essayer de faire pression et de faire prospérer leurs activités. Voilà quel était le contexte pour ce qui concernait les ministères, leurs compétences et leurs relations. Pour ce qui concernait les acteurs eux-mêmes, il y avait bien entendu les taxis, dont les plus libéraux considéraient qu'ils étaient représentés essentiellement par une compagnie qui était en situation de monopole. Je veux parler de la G7, dont vous avez, je crois, auditionné le président. La profession de taxi m'apparaissait comme devant être modernisée, mais je n'avais pas d'interrogation pour ce qui me concernait dans la responsabilité qui était la mienne quant à la capacité de cette profession à se conformer rigoureusement aux principes de droit qui était élaboré par le souverain, en l'occurrence vous-même, et précisé par l'administration lorsqu'elle prenait ses décrets d'application. C'est-à-dire que je n'ai jamais été confronté, et je n'ai pas souvenir d'un incident témoignant d'un manquement de la part des taxis aux obligations réglementaires ou législatives qui étaient les leurs. Bon. Et donc, cette activité ne s'est présentée à moi comme posant problème que dès lors que le conflit est intervenu entre les VTC et les taxis, puis entre les VTC, les taxis et les plateformes, avec une montée au paroxysme de la crise en juin-juillet 2015. La deuxième catégorie d'acteurs était les VTC. Donc les VTC avaient été créés par la loi Novelli avec le niveau d'imprécision que je viens d'indiquer concernant leurs obligations. Étaient apparues des plateformes numériques, Uber Pop, Hitch, qui avaient pour objectif de développer des services en créant les conditions de la mise en relation directe de chauffeurs avec des clients potentiels, mais dans une illégalité totale, puisque ces plateformes intervenaient en contravention absolue avec les règles de droit qui devaient alors prévaloir. Et c'était là le problème, parce que dès lors qu'il était possible de mettre directement en contact par l'intermédiaire de ces plateformes de géolocalisation des clients avec des chauffeurs, que cela se substituait à l'activité de taxi qui avait ses contraintes et que nous étions dans un univers sans règles et dont les acteurs, et notamment les plateformes, avaient une stratégie que je considérais comme totalement cynique et absolument inacceptable dans un état de droit, qui consistait à considérer que la réglementation devait s'adapter à leur business et non pas leur business respecter leur réglementation. Il y avait un problème de fond, pour dire les choses simplement, tel était le sujet. Et donc, pour essayer de faire face à ce contexte, dans le cadre d'une relation étroite avec les parlementaires, le gouvernement auquel j'appartenais, la majorité de l'époque, ont décidé de prendre un certain nombre de dispositions. Ces dispositions, elles étaient de deux natures, des dispositions législatives et réglementaires et des mesures de contrôle par l'administration du respect des règles en vigueur. Je vais commencer par les mesures législatives et je dirai un mot ensuite des dispositions relatives au contrôle. Pour ce qui concerne les mesures législatives, le choix qui avait été fait par le gouvernement, moi je suis arrivé au ministère de l'Intérieur en avril 2014, donc je crois que les choses avaient été engagées par Thévenoud avant que j'arrive. La loi a été promulguée le 1er octobre 2014, donc j'ai participé à une partie de ces travaux, à la dynamique qui a présidé à ces travaux, mais pas la totalité. Je me souviens très bien que, à la fois avec le député Thévenoud et avec le député Grand-Guillaume, l'idée était qu'on coproduise une loi à travers un travail parlementaire, articuler un travail gouvernemental et destiné à réguler une activité. La loi Thévenoud est une loi qui a apporté un certain nombre de modifications de précisions et de modifications intéressantes pour essayer d'apaiser la situation. Quelles étaient ces modifications et comment les choses sont-elles passées? D'abord, une séparation assez claire des activités de VTC et de taxi définissant ce que chacune des catégories de transport pouvait faire, la maraude étant réservée aux taxis, les VTC étant dans l'obligation de ne prendre des clients que dès lors que ces clients avaient procédé à une réservation, les VTC étant dans l'obligation de produire le contrat
les liant à leurs clients, et les plateformes de réservation ayant vocation à être, par géolocalisation, ayant vocation à être progressivement ouvertes aux taxis. Les taxis, eux, bénéficiant d'une licence qui les autorisait à stationner en certains points des villes de leur ressort territorial pour pouvoir, aux stations de taxi, prendre des clients. La loi Thévenoud, prenant acte du fait que le nombre de VTC augmentait et qu'il fallait réguler le nombre de chauffeurs, a introduit le principe de la licence gratuite et incessible. Les licences antérieures à l'adoption de la loi Thévenoud continuant à être cessibles, et celles prises après l'adoption de la loi Thévenoud étant gratuites et incessibles, parce que la gratuité et l'incessibilité des licences étant sans doute la meilleure manière de garantir la régulation du nombre global de chauffeurs. Telle était la philosophie. Mais la loi Thévenoud ne comportait pas que ces dispositions, elle reposait également sur d'autres mesures qui étaient intéressantes et dont le député Thévenoud et le gouvernement pensaient que ces dispositions étaient utiles pour réguler l'activité. C'était la mise en place de terminaux de paiement électronique pour les taxis, le développement d'une plateforme numérique d'accès aux services des taxis pilotée par l'État et notamment le SGMAP, le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Donc c'était une maîtrise publique de ce dispositif. Et la volonté de faire en sorte également que cette loi fasse l'objet d'une évaluation en termes de son adoption dans le cadre d'une mission d'inspection interministérielle à laquelle devaient participer l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et le corps des contrôleurs du ministère de l'Équipement et des Transports. C'est une mission interministérielle. Ces dispositions n'ont pas suffi, puisque c'est en 2015, notamment au printemps 2015, que la crise entre les VTC, les taxis et les plateformes atteint son paroxysme. Pourquoi est-ce que cette crise atteint son paroxysme? Parce que Uber et Hitch ne respectent absolument pas les dispositions législatives adoptées par le gouvernement, et tout ce que nous avons voulu faire avec la loi Thévenoud ne pouvait être efficace que dès lors que tous les acteurs se conformaient à leurs obligations. Uberpop et Hitch ne se conformant pas à leurs obligations, nous avons été, nous, dans l'obligation de prendre des mesures législatives nouvelles. C'est ce que nous avons fait avec la loi Grand-Guillaume. Et la loi Grand-Guillaume nous a conduit à introduire dans la loi tout ce que la loi Novelli avait laissé au hasard ou dans l'imprécision, obligation pour les VTC de se déclaré, précision de l'articulation entre le statut de VTC et ce qui résultait de la loi d'orientation des transports intérieurs adoptée au début des années 80 sous l'impulsion d'un ministre qui n'était pas libéral, qui était Charles Fitterman, si j'ai bonne souvenance à l'époque. Et cette loi Lotti avait laissé quelques imprécisions pour ce qui concernait le transport collectif, qui permettait aux VTC de prendre prétexte de cette loi pour développer de l'activité de service aux personnes en contournant l'esprit et le texte. Donc la loi Grand-Guillaume a mis de l'ordre dans tout ça, en disant ce n'est plus possible de continuer ainsi, d'une part, et d'autre part, tous ceux qui décident de faire des activités de VTC doivent pouvoir le faire dans la plus grande transparence, mise en place d'un registre, obligation de mettre en place une assurance, de témoigner de la traçabilité, bien entendu, de l'obtention du permis de conduire, mise en place d'une assurance de sécurité civile, etc., etc. Bon, de responsabilité civile, pardon. Et puis, mise en place d'un outil très, très important qui manquait cruellement, puisqu'il n'y avait pas d'études d'impact, où elles étaient très lacunaires lorsqu'on prenait les dispositions législatives sur ce sujet, la mise en place d'un observatoire dont j'ai compris à travers vos travaux que vous considériez qu'il avait mis du temps à se mettre en place, si toutefois il s'est mis en place à l'heure qu'il est. Bon. Donc, voilà ce que la loi Grand-Guillaume a apporté. Mais étant d'un tempérament normand et considérant qu'une grande confiance ne doit jamais exclure une petite méfiance et que la confiance n'exclut pas le contrôle, nous avons développé une activité très forte de contrôle par l'État des acteurs concernés. J'ai lu un peu les comptes rendus de vos auditions. Il m'est arrivé de lire que l'État n'avait pas fait ce qu'il fallait pour faire respecter la loi. Je veux porter témoignage devant vous que c'est tout le contraire et en apporter la démonstration.
nous avons, à travers une circulaire interministérielle du 24 juin 2015, donc, qui est une circulaire qui a été rendue publique et signée des ministres concernés, compétents, avant la réunion du 25. Le 25, j'étais à Marseille. Je suis rentré précipitamment à Paris pour tenir une réunion de concertation avec les taxis compte tenu de l'ampleur que prenait la crise. Et le 24, cette circulaire interministérielle est une circulaire qui appelait les préfets à intensifier les contrôles par l'intermédiaire des forces de police, notamment des bord, sur les professionnels ne respectant pas leurs obligations, et de le faire à travers une action qui concernait l'ensemble des acteurs concernés. Les taxis, pour ce qui concernait leurs obligations en matière de mise en place des terminaux de paiement électronique, les VTC pour ce qui concernait le respect de la maraude monopole des taxis, et les plateformes pour ce qui concernait le non-respect par elles de toutes les dispositions législatives en vigueur, puisqu'elles n'en respectaient aucune. Et donc il fallait taper très fort. Le garde des Sceaux avait pris une dépêche pénale extrêmement précise, dont je pense que votre mission a le texte. Le texte de cette dépêche pénale du garde des Sceaux du 23 juin 2015 est extrêmement intéressante parce qu'elle rappelle toutes les infractions au travail dissimulé, toutes les infractions au manquement par les plateformes de leurs obligations légales, et appelle les procureurs de la République à enclencher les poursuites. Et par ailleurs, j'avais pour ma part déclenché un article 40 auprès du procureur de la République de Paris, article 40 fondé sur le constat qui avait été fait par nos services du non-respect par Uber de ses obligations. Bon. Donc, je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Je vous en prie, madame. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, les éléments invoqués dans le recours à l'article 40, justement, la nature des infractions? Pouvoir le faire. Vous m'entendez? Comme je veux être extrêmement précis, je regarde si j'ai dans mes documents cet article 40, je dois l'avoir, et auquel cas je vais vous donner les éléments de façon extrêmement précise. Sinon, je vous le communiquerai si je ne l'ai pas là, mais enfin, je pense que je dois pouvoir récupérer ces éléments. C'était en réalité l'ensemble des infractions au travail dissimulé, au non-respect des dispositions concernant la maraude, c'est-à-dire la possibilité pour les chauffeurs d'Uber de prendre directement des clients alors même qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire, le non-respect des zones de stationnement qui devaient rester monopole des taxis, parce qu'en réalité ce que faisaient les gens, les chauffeurs d'Uber Pop à la demande d'Uber, hein, pour être très clair, c'était de créer les conditions d'une tension maximale pour essayer de créer le plus grand désordre afin de faire en sorte que le droit évolue en leur faveur. La stratégie était assez simple, c'était cela. Donc, pour atteindre cet objectif-là, on ne respectait pas la maraude, on utilisait dans des conditions qui étaient totalement contraires au droit du travail des collaborateurs et dans des conditions d'opacité dont la presse s'est fait largement l'écho et dont l'affaire des Uber Files révèle l'ampleur. Et donc, moi, mon objectif, c'était de faire en sorte que tout ce qui relevait de la législation relative au transport aux personnes et tout ce qui relevait du travail dissimulé fût sanctionné. Donc, c'était ça le contenu de mon article 40. Ayant constaté que tout cela n'était pas respecté et estimant qu'il était du rôle de l'État de faire en sorte que cela fût respecté, nous prenions des dispositions pour que les procureurs et les magistrats agissent. Mais, enfin, vous avez bien entendu accès à ces documents. Moi, je vous donnerai, au terme de, je les retrouverai, je vous donnerai ces éléments qui sont par ailleurs publics. Donc, nous avons été extrêmement fermes, et moi, je l'ai été avec une détermination totale parce que j'étais ulcéré par le comportement d'Uber.
Je ne pouvais pas accepter, comme ministre de l'Intérieur, c'était sans doute consubstantiel à la fonction, mais c'était aussi tout à fait conforme à mes convictions, que des sociétés étrangères liées aux grands GAFAM américains viennent sur le territoire national alors qu'ils n'y payaient aucun impôt et rarement des charges sociales pour imposer un droit qui était conforme à leurs intérêts, en bafouant aux yeux de tout le monde le droit voté par le souverain et dont l'État avait en charge l'application, et les instructions qui ont été données par le ministère. Et j'étais assez remonté, d'ailleurs je crois que dans les articles qui ont fait état de l'affaire Uber Files, le représentant d'Uber explique les mots désagréables que j'ai pu avoir à son encontre. Je les confirme en tout point. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour moi, il n'y a pas de négociation à avoir avec ceux qui enfreignent la loi. Si on se met à avoir des négociations avec ceux qui enfreignent la loi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Donc, je réponds à votre question sur le deal. Il n'y a pas eu de deal auquel j'ai participé sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas de deal à avoir avec des acteurs qui, au motif qu'ils étaient financièrement puissants, estimaient qu'ils avaient à se placer au-dessus des lois. Bon. Donc la réponse est très claire, je n'ai participé à aucun deal d'aucune sorte, et de toutes les façons, il n'était pas question qu'il en fût autrement, compte tenu de la conception que je viens d'évoquer, de l'action qui était la nôtre et que j'ai rappelée, et qui est traçable. Je vais aller plus loin dans la réponse. Est-ce qu'il y a eu de la part du gouvernement, à un moment donné, interministériel, l'évocation d'un deal? Vous auditionnerez d'autres membres du gouvernement. À ma connaissance, jamais. Et jamais dans mes conversations avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Économie et des Finances, avec le ministre des Transports, a été évoqué un deal de cette nature. D'ailleurs, s'il y avait eu un deal quelconque qui m'aurait été proposé, j'en aurais refusé jusqu'au principe. C'était hors de question. Bon. En faire dernière partie parce qu'il faut comprendre quand même ce qui se passe. Pourquoi est-ce que, malgré tout, on évoque un deal alors qu'il n'y en a pas eu? Cette question se pose. Bon, enfin, en tous les cas, moi, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas eu. Bon. Il ne pouvait pas y avoir un deal sans le ministre de l'Intérieur. Ça me paraissait quand même un peu compliqué. Hein. Et je pense que il y a sans doute eu des discussions entre le ministre de l'Économie et des Finances et les représentants de la nouvelle économie. Il y en a eu d'ailleurs entre eux et moi, c'est des discussions qui n'ont pas été mal, elles n'ont pas été nombreuses. Il y a dû y en avoir une ou deux, une par téléphone et la deuxième dans mon bureau, où les choses ne se sont pas bien passées en juin 2015, où les choses ont été dites de façon extrêmement ferme, puisque je leur ai demandé de procéder à l'arrêt des activités illégales, sans aucune contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie à l'arrêt d'une activité illégale, où il n'y a plus d'état de droit, si on accepte de raisonner ainsi. Donc, les choses ont été actées, puisqu'ils ont cessé leurs activités. Est-ce que dans d'autres ministères, il y a eu des discussions avec eux? J'imagine qu'il y en a eu aussi, puisqu'ils avaient plus de raisons de les voir que je n'en avais moi-même. Mais à aucun moment avec le ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, à aucun moment avec le Premier ministre, il a été question d'un quelconque deal. Voilà. Donc je tiens à être très clair là-dessus, parce que ça correspond à la réalité des faits auxquels j'ai été confronté lorsque j'étais au gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire en essayant d'avoir répondu à vos questions. Et je suis prêt, bien entendu, à répondre à toutes les autres que vous souhaiterez m'adresser. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai quelques questions. Je vais revenir sur certains des points de votre exposé qui étaient très approfondis. Mais d'abord, je voudrais vous poser peut-être une question plus générale. Est-ce que vous considérez, arrivé à la fin du mandat, en 2017, que les pouvoirs publics ont réussi à trouver un bon équilibre entre le respect de l'ordre public, de la régulation, l'accompagnement de ces nouveaux acteurs avec ces deux lois, Thévenoud et Grand Guillaume? Bon, d'abord, quelle était la politique? La politique, c'était une politique de modernisation des taxis, à laquelle les taxis eux-mêmes n'étaient pas hostiles, sous réserve qu'on leur donne la garantie que cette politique de modernisation n'était pas une politique destinée à dissimuler une volonté de les faire disparaître. Donc nous ne voulions pas faire disparaître les taxis, nous voulions qu'ils se modernisent, nous voulions que l'offre globale
aux citoyens soit améliorée, et nous considérions que l'offre globale aux citoyens ne pouvait pas être améliorée dans la dérégulation absolue de cette activité. Et j'étais personnellement absolument convaincu de cela et tout à fait hostile à une politique de déréglementation, de dérégulation, telle qu'elle avait été engagée par Novelli et telle qu'elle pouvait être souhaitée par un certain nombre d'acteurs à Bercy, dans l'administration, parmi les ministres. Je ne le souhaitais pas. Bon. Et donc oui, nous avions un débat sur ce sujet. Et nous avions un débat parfois vif sur ce sujet et sur d'autres, pour des raisons qui tenaient au fait qu'il pouvait y avoir des désaccords entre nous. Ces désaccords étaient traités dans un cadre interministériel par le Premier ministre avec une stratégie qui était modernisation, refus de la dérégulation complète et amélioration de l'offre aux clients. Voilà quelle était la stratégie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces dispositions législatives. Est-ce que lorsque nous partons, nous estimons que nous avons atteint le but? Non, parce que le chantier est ouvert encore. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. L'ensemble des dispositions réglementaires d'application des dispositions législatives n'ont pas été prises, notamment pour la loi Grand-Guillaume, parce que le processus interministériel est tendu. Bon. Ensuite, les dispositions n'ont pas été prises et par conséquent, le dispositif n'est pas encore totalement stabilisé de ce fait. Moi, j'ai quand même été très frappé, alors que ce n'était pas mon domaine, le cœur de mon domaine de compétence, c'était plutôt un sujet qui relevait du développement de l'activité économique, de constater qu'on avait pris beaucoup de dispositions législatives sans véritables enquêtes d'impact et outils d'évaluation de ce qu'était le secteur. Il y a eu beaucoup d'idéologie dans cette affaire quand même, et assez peu d'analyse objective de ce qu'était le contexte et la situation. Et d'ailleurs, la lenteur avec laquelle les choses se sont améliorées et la difficulté à mettre en œuvre l'observatoire préconisé par la loi Grand-Guillaume montre bien que l'idéologie avait peur des faits et que ceux qui étaient dans une approche très libérale étaient assez peu enclins à créer les conditions d'un examen objectif de ce qu'était la réalité du service. Et donc non, quand nous partons, moi je suis convaincu que l'équilibre de la politique est bonne, mais que beaucoup reste à faire pour faire en sorte que cet équilibre aboutisse à ce que nous souhaitions. Quand je regarde les choses avec recul, et en n'ayant plus toutes les informations dont je disposais à l'époque, j'ai quand même le sentiment que les taxis se sont vraiment modernisés, que leur pérennité n'est plus mise en cause, qu'un nouveau service s'est développé à leur côté qui s'est malgré tout installé, et que l'équilibre auquel la politique que nous mettions en œuvre voulait parvenir a quand même globalement été consacré par les faits, même si beaucoup reste à faire. Alors il y a un point que je n'ai pas évoqué qui me paraît fondamental et qui était un irritant pour le ministère de l'Intérieur et pour moi, c'était les conditions de travail des personnes employées par les plateformes, ou je devrais plutôt dire exploitées par les plateformes. Nous avions, sur ces sujets, engagé toute une série d'actions qui ne concernaient pas d'ailleurs que la présomption de salariat, mais qui concernaient aussi les travailleurs détachés, etc. Bon, les choses, là aussi, ont beaucoup progressé, c'est-à-dire qu'un travail était engagé au sein de l'Union européenne, la jurisprudence française était contradictoire, elle était incertaine, elle introduisait de l'insécurité juridique. La Commission européenne a fait une proposition qui était insuffisante. Je crois comprendre que le Parlement européen a complété la proposition de la Commission en introduisant dans la proposition de la Commission une disposition à laquelle je souscris totalement, qui est la présomption de salariat. Et donc je pense que ce qui a été fait à travers l'équilibre que nous avons voulu atteindre, plus la directive européenne, devrait être un élément de stabilisation définitive de l'activité de ce secteur. Merci. Je voudrais revenir sur la question du deal que vous avez mentionné. Pardon ? Je n'ai pas entendu, monsieur le président. Excusez-moi, je vais revenir sur la question du deal et plus précisément, vous l'avez mentionné brièvement, sur le débat de l'harmonisation des formations entre les chauffeurs VTC et taxis. Donc on a cet arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, qui est signé en interministériel par des représentants de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'Intérieur,
par délégation le magistrat délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et la circulation routière, M. Barbe, et une représentante du ministère de l'économie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte de cet arrêté et des raisons qui ont poussé à cette volonté d'harmoniser les conditions d'accès à la profession de chauffeur VTC et chauffeur de taxi? Oui, merci de cette question, parce qu'effectivement, on parle de deal, mais je n'ai pas précisé sur quoi aurait porté le deal. Donc, si je comprends bien le contenu des informations qui ont été diffusées, il y aurait eu la suppression d'Uber Pop, en contrepartie de quoi il y aurait eu un accord sur la formation. Et le deal, c'était ça. Bon. Alors, pour ce qui concerne la suppression d'Uber Pop, elle était inconditionnelle. Nous avions engagé toutes les procédures que je viens d'indiquer. Les tribunaux français étaient saisis. Le tribunal s'était prononcé en octobre 2014. Il devait voir sa décision en première instance confirmée une année plus tard. Uber avait multiplié les procédures à l'encontre de la loi Thévenoud en allant jusqu'à soulever une question prioritaire de constitutionnalité dont il espérait qu'elle ruinerait tous les efforts législatifs faits par le gouvernement pour réguler le secteur. Il n'en a rien été. Et donc, mon analyse, et qui correspond à la réalité, c'est que c'est la multiplication des actions conduites par l'administration pour faire respecter les dispositions législatives qui ont abouti à la suppression d'Uber Pop. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de dire de façon très nette aux responsables d'Uber que s'ils ne cessaient pas ces activités alors qu'elles étaient illégales, je les tiendrais comme personnellement comptables de ne pas l'avoir fait, alors qu'il était de leur responsabilité de faire cesser cette illégalité. Et j'en ai profité pour matérialiser la détermination qui était la nôtre à faire respecter le droit. Donc il n'y a eu, sur ce sujet, aucune contrepartie à ce qui, encore une fois, relevait de l'application de la loi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de contrepartie? Parce que s'il y avait une contrepartie, ça aurait eu une signification bien plus grave que le deal. Ça aurait, la signification qu'aurait une contrepartie, pour moi, c'était inacceptable. C'était, vous êtes en contravention avec le droit, vous voulez mettre le droit en conformité avec vos intérêts au motif que vous êtes financièrement puissant, et pour bien vous montrer que nous sommes faibles, nous allons faire un deal. Ça, c'est inacceptable. Si les choses fonctionnent ainsi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Donc pour moi, ça n'était pas concevable. Donc voilà. Alors ensuite, sur la formation. Sur la formation, j'ai cherché à préciser très finement ce qui s'était passé, les différentes étapes, pour comprendre quel avait été le cheminement. Donc avant la loi Thévenoud, il n'existait pas de formation spécifique pour les VTC en France, pour la bonne simple raison que la loi Novelli, je l'ai dit, était une loi qui était une loi d'imprécision. Elle avait créé un produit, un projet, un objet, mais n'avait aucunement défini les règles s'appliquant à cet objet. Et la formation des chauffeurs de taxi était régie par un texte de 2009 qui établissait les conditions d'accès à la profession de chauffeur de taxi et définissait les modalités de formation pour les candidats. Mais le texte sur les taxis ne fixait, je le précise, aucun minimum d'heures. C'est un texte qui fixait des principes généraux. La loi Thévenoud a instauré une formation obligatoire et un examen pour les conducteurs de VTC, dont les conditions et les modalités devaient être précisées par un texte réglementaire. C'est l'arrêté de février 2016 qui le fait, donc de nombreux mois après que l'activité a cessé, et qui établit la durée de formation à 7 heures. Et ce texte-là a été abrogé quelques mois après, en avril 2017, par un arrêté du 5 avril 2017. La loi Grand-Guillaume et ses décrets d'application visent à créer les conditions d'une harmonisation entre la formation des VTC et la formation des chauffeurs de taxi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une demande conjointe, si je me souviens bien, des deux professions. Les VTC étaient formés par des organismes de formation privés. Les chauffeurs de taxi étaient, pour leur part, formés par les préfectures. Et il a été décidé au terme d'une discussion que ce serait la Chambre nationale des artisans
qui procéderait désormais à la formation, à une formation harmonisée. Et aujourd'hui, outre l'examen d'accès à la profession de chauffeur de VTC ou de taxi, et depuis un arrêté qui date d'août 2017, c'est-à-dire après notre départ du gouvernement relatif à la formation continue du taxi et du VTC, tout chauffeur de VTC et de taxi est tenu de suivre un stage de 14 heures minimum tous les 5 ans. Bon. Donc les dispositions relatives à la formation et au nombre d'heures de formation qui prévalent aujourd'hui ont été arrêtées après le changement de gouvernement et de majorité de président de la République, pas avant. Et donc, avant que le quinquennat ne se termine, la seule disposition qui a vraiment prévalu, c'est la disposition d'harmonisation des modes de formation à travers l'émergence de la Chambre nationale des artisans et l'harmonisation à 7 heures, ultérieurement passée à 14 heures sur 5 ans. Merci. J'ai une dernière question. Après, il y aura des questions de la rapporteure, peut-être de collègues, et nous aurons à déborder un peu au-delà de l'heure. Je voulais vous demander si vous avez parlé de désaccords, de débats idéologiques qui étaient exprimés en interministériel. Est-ce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, vous avez le sentiment que votre autorité sur ces sujets a pu être entravée ou contournée de façon opaque, au-delà de l'interministériel et du travail gouvernemental classique par d'autres acteurs du gouvernement? Moi, dans les fonctions qui étaient les miennes à l'époque, je n'ai pas senti d'opacité, j'ai senti de la frontalité. C'est plutôt ça que j'ai senti. C'est-à-dire que je n'étais pas d'accord avec le ministre de l'économie et des finances sur un certain nombre de sujets. Nos cabinets se le disaient. Lorsque l'occasion nous était donnée d'en parler, je l'exprimais. Pas le seul sujet sur lequel j'étais en désaccord avec le ministre de l'économie et des finances. Il y avait également la réforme du permis de conduire. J'avais mis en place une réforme. Le ministre de l'économie et des finances s'est emparé de ce sujet lorsqu'il est arrivé. Il a voulu aller beaucoup plus loin dans la libéralisation du passage du permis de conduire que je ne l'avais envisagé. Nous avons eu des discussions difficiles. Enfin, c'est pas dû à la personnalité du président, à la mienne, même si nous avons chacun notre personnalité et que nous avons l'habitude de nous dire les choses. C'est vieux comme le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'économie. Je suis convaincu que si vous reprenez les discussions qui ont eu lieu entre Michel Alliot-Marie et Hervé Novelli au moment de la réforme, si vous les interrogez, vous aurez des positions assez semblables. Donc, moi, je n'avais pas d'opacité dans ma relation avec le ministre de l'économie et des finances, même si les discussions qu'il avait avec Hubert, je n'en avais pas connaissance. Il y avait de la frontalité, c'est-à-dire que nous n'étions pas d'accord et nous nous le disions. Et le Premier ministre, dont c'était le rôle, arbitrait ces différends. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez eu une phrase extrêmement forte pour moi. Vous dites on ne négocie pas avec ceux qui enfreignent la loi. Et pour vous, il n'y avait en aucun cas de deal et il n'y avait pas matière, entre guillemets, à négocier quoi que ce soit avec des plateformes qui ne respectent pas les professions réglementées et tout un tas de cadres légaux, puisqu'il y avait plein de registres différents de non-respect de l'état de droit. Avez-vous donc été surpris par les révélations des Uber Files qui montrent qu'au contraire, pendant ce temps, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait énormément d'échanges bien souvent directs, y compris par SMS. Les journalistes parlent de notamment 17 échanges significatifs, c'est-à-dire qu'il y en a bien d'autres, entre le ministre et ou son cabinet et des dirigeants d'Uber de l'époque. Avez-vous été surpris? C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que ministre de l'Intérieur, lorsque, en discussion interministérielle ou en réunion de Conseil des ministres, vous échangez sur le dossier, est-ce que vous avez connaissance de ces relations extrêmement rapprochées entre Emmanuel Macron et les dirigeants d'Uber, notamment Travis Kalanick ou bien le lanceur d'alerte Mark McGann? Il s'avère que j'ai exercé plusieurs responsabilités ministérielles pendant les 5 ans du quinquennat de François Hollande. J'étais ministre du Budget, j'étais ministre des Affaires européennes et j'ai été ministre de l'Intérieur puis Premier ministre. Donc, il m'est arrivé de voir des acteurs économiques.
Je dois d'ailleurs reconnaître qu'il est très difficile de diriger un État sans en rencontrer jamais aucun. Et que le fait de rencontrer un acteur économique, quelle que soit la sensibilité que l'on a, si c'est considéré comme une faute morale, je souhaite bien du courage à ceux qui seront amenés à exercer la responsabilité de l'État dans les années qui viennent. Donc la question n'est pas de savoir si on rencontre des gens. La question est de savoir ce que l'on fait lorsqu'on en rencontre. Bon. Est-ce que le ministre de l'économie était légitime à rencontrer les gens d'Uber 17, 18, 19 fois, 20 fois? La question n'est pas celle, la bonne question, à mon avis, n'est pas celle-là. La question est-ce que la rencontre entre le ministre de l'économie et les gens d'Uber, comme d'ailleurs la rencontre que je pouvais avoir moi avec les gens d'Uber ou avec les gens de GZ, a été de nature à infléchir la position de l'État concernant les obligations qui étaient les siennes? Ben, le sentiment que j'ai, c'est que non. Puisque lorsque nous avons eu à prendre des dispositions très dures à l'égard d'Uber, nous les avons prises dans l'état d'esprit que j'ai indiqué, parce qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autres, et que quelle que soit la sensibilité qu'on peut avoir, il ne m'a pas échappé que le ministre de l'économie de l'époque avait une sensibilité beaucoup plus libérale que la mienne, et qu'il les ait rencontrés pour développer la nouvelle économie, mais que cela ait pu conduire à des décisions de l'État qui soient contraires à ce que les devoirs de l'État lui dictaient, ça, je serais très malhonnête en vous disant que j'ai vécu les choses ainsi, alors même que toute mon action a consisté à ne pas laisser un millimètre d'espace à ces acteurs dont je détestais les pratiques. J'ai eu affaire d'ailleurs à ces acteurs sur d'autres sujets. Ce n'est pas inutile de le rappeler à la Commission. Lorsque nous sommes confrontés à la crise terroriste et que dans les heures qui suivent les attentats, le nombre de messages appelant au terrorisme antisémite, anti-musulman, anticatholique augmente de 73% sur les plateformes numériques, et que je n'arrive, Madame la députée, à n'obtenir aucune décision de retrait de la part des plateformes, qu'est-ce que je fais? On aurait pu me le reprocher. Je me rends dans la Silicon Valley rencontrer les présidents de toutes les grandes sociétés numériques en leur disant ce que vous faites est inacceptable. Et d'ailleurs, lorsque je me rends aux États-Unis pour dire aux représentants des sociétés numériques ce que vous faites est inacceptable, et si vous ne changez pas de comportement, il y aura de toutes les façons des dispositions extrêmement dures prises par le législateur parce que c'est inacceptable. Je suis reçu avant cette visite par le ministre de l'Intérieur américain et le ministre de la Justice américain qui me disent bon courage, vous êtes bien emblématique de la naïveté française, vous n'obtiendrez rien. Et en avril 2015, c'est-à-dire 2 mois après, nous signons le premier accord avec les GAFAM par lesquels ils s'engagent à retirer les contenus. Et nous passons de 33% pardon, de retrait à 73-80% de retrait. Donc moi, j'ai toujours considéré sur ces sujets que le fait de parler à des acteurs pour leur dire ce qu'on avait à leur dire dès lors qu'on avait une certaine conception de l'État et de l'intérêt général était nécessaire. Et je termine en disant que le quinquennat auquel j'ai participé est un quinquennat qui a pris des dispositions qui n'avaient jamais été prises en droit français pour réguler l'action des représentants d'intérêt. Jamais. Et je suis particulièrement fier d'avoir été le ministre ayant porté ces dispositions au banc du gouvernement. La loi d'octobre 2013 et la loi de décembre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière ont instauré le PNF, ont instauré la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La loi Sapin, dans son article 25, a réglementé l'activité des représentants d'intérêt. Donc, non seulement la conception que nous avions était celle que je viens d'indiquer, mais toute l'action législative que nous avons eue à l'époque a consisté à encadrer l'activité des représentants d'intérêt pour que ces dérives que vous redoutez à juste titre ne puissent pas se produire. Donc voilà quelle a été notre action. Alors vous précisez... excusez-moi, votre micro, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Vous précisez bien quel a été le sens de votre action lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur. Et en aucun cas, mon propos n'est de dire que le ministre de l'économie de l'époque n'avait pas à avoir de contact
avec des grandes entreprises et notamment des plateformes comme Uber. Ce qui est intéressant, c'est de voir la nature de ces contacts et sur quoi elles reposent. Je reviendrai sur la question du deal dans un deuxième temps. Les révélations des Uber Files font état d'échanges des SMS entre notamment Marc Magan, lobbyiste chez Uber, et Emmanuel Macron, notamment le 21 octobre 2015, sur une réaction notamment de Marc Magan qui interpelle le ministre par SMS et lui dit « Nous sommes consternés par l'arrêté préfectoral à Marseille interdisant UberX, service VTC. Nous avons appris cela par l'AFP et avons informé votre cabinet. Pourriez-vous demander à votre cabinet de nous aider à comprendre ce qui se passe? Respectueusement, Marc. » La réponse par SMS reçue par Marc Magan d'Emmanuel Macron est la suivante. « Je vais regarder cela personnellement. Faites-moi passer tous les éléments factuels. Et nous décidons d'ici ce soir. Restons calmes à ce stade, je vous fais confiance. » Il va y avoir un premier arrêté, puis un deuxième arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'époque, M. Nunez, actuellement préfet de Paris. Le premier arrêté ciblait un certain nombre de localisations, enfin de lieux où le nombre de VTC dépendant d'Uber était particulièrement nombreux et posait un véritable problème de concurrence déloyale pour les taxis et suscitait la colère des taxis, notamment aux alentours des gares et des aéroports. Il en est souvent ainsi. L'arrêté en soi, le premier comme le deuxième, disait pas plus que simplement il faut appliquer la loi. C'est ça. Mais donner un sens, le premier arrêté, en donnant les zones géographiques, donnait un sens vis-à-vis des taxis que nous allons mettre, comme vous le disiez, les effectifs de police pour contrôler la situation. Et donc, face aux taxis qui étaient très mobilisés à ce moment-là sur le terrain, et il me semble que vous étiez en déplacement à ce moment-là aussi de ce fait-là, de cette mobilisation, c'était un signal fort pour les chauffeurs de taxi. Quand est arrivé le deuxième arrêté, qui lui ne spécifiait plus les localisations et parlait juste de l'ensemble du département, comme il aurait pu dire l'ensemble du territoire de la République, car les lois s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. Pour les taxis, ça a été une terrible déception. Et ils ont eu le sentiment d'ailleurs que dans les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu les mêmes contrôles qu'ils pouvaient espérer ou qu'il y avait pu avoir à un moment donné par le passé. Et par contre, pour Uber, ce sera considéré comme une victoire, ce deuxième arrêté. Est-ce que vous avez été en contact avec le préfet Nunez à l'époque sur ce changement de ces deux arrêtés? Comment réagissez-vous par ailleurs au SMS d'Emmanuel Macron? Vous a-t-il sollicité par la suite? Ou avez-vous eu connaissance qu'il ait pu solliciter le préfet Nunez? Avez-vous pu avoir le sentiment, en découvrant ces éléments-là, lors des révélations Uber Files, que le ministre de l'économie de l'époque ne vous tenait pas forcément au courant des engagements oraux qu'il pouvait prendre vis-à-vis d'Uber? Madame la députée, je pense que vous serez tout à fait rassurée d'apprendre que les SMS que le ministre de l'économie envoyait à des tiers n'arrivaient pas directement sur mon portable. Donc je ne recevais bien entendu pas les SMS que Emmanuel Macron envoyait à des tiers. Fort heureusement, sinon je pense que je ne serais pas devant une commission d'enquête parlementaire, mais devant d'autres instances. C'est pas comme ça que fonctionne l'État. Donc les SMS que Emmanuel Macron envoyait à d'autres, c'était d'autres qui les recevaient, en aucun cas moi, et je n'en savais rien. Est-ce que j'ai eu un contact avec Emmanuel Macron sur cet arrêté? Absolument pas, je n'avais pas à en avoir. D'ailleurs, s'il m'avait contacté sur cet arrêté au motif qu'Uber ceci ou Uber cela, le ministre de l'économie, en dépit de tout le respect que j'avais pour lui, aurait été reçu. Nous avions une certaine franchise de relation. Ça ne se passait pas comme ça, nos relations. J'avais une responsabilité, il en avait une. J'estimais que mon rôle était de faire en sorte que tous les principes de l'État de droit fussent à chaque instant respectés, et je n'aurais pas du tout aimé recevoir un message de cette nature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, je ne l'ai pas reçu. Ensuite, pour ce qui concerne l'arrêté, je pense que si vous avez l'occasion d'interroger Laurent Nunez, vous pourrez lui poser la question de savoir les raisons pour lesquelles l'arrêté a été modifié.
Mais comme je souhaitais que nous puissions intervenir sans la moindre faiblesse à l'égard d'Uber, et que l'attitude procédurière d'Uber était bien connue, vous avez vu l'ensemble des procédures qu'ils ont engagées, je n'entendais pas qu'une procédure d'Uber à l'encontre d'un arrêté puis affaiblir l'État et consacrer la victoire d'Uber. Donc les conseils que je donnais et les consignes que je donnais à mes collaborateurs, et Laurent Nunez était un collaborateur, c'était vous prenez des arrêtés, si vous avez le sentiment, vous les prenez en ayant procédé à l'ensemble des vérifications en droit qui vont bien, si vous avez le sentiment que le contenu d'un arrêté est naturel fragilisé en droit, n'offrez pas cette victoire à Uber. Voilà quelles étaient mes consignes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'arrêté a été modifié? Je le crois. Mais comme tout cela remonte à un certain nombre d'années et que je n'étais pas moi-même l'auteur de l'arrêté, une interrogation de Laurent Nunez sur ce point serait de nature à vous apporter toute garantie. Mais vous imaginez bien, Madame la députée, que quand on a affaire à des acteurs aussi peu scrupuleux que ceux que nous avions en face de nous, et dont les procédés étaient absolument cyniques et sans scrupules, on ne leur offre aucune occasion de victoire en droit, aucune. Et d'ailleurs, quand vous regardez les décisions qui ont été prises par le TGI, par les instances d'appel, par le Conseil constitutionnel, vous pourrez remarquer que toutes les dispositions législatives et réglementaires que nous avons prises ont laissé à Uber assez peu de prise, puisque les victoires d'Uber devant les tribunaux ont été éthiques, au sens nul. J'entends votre argumentation, mais vous comprendrez que à l'époque, pour les chauffeurs de taxi, ils se sentaient reconnus comme profession réglementée et défendus en cela par votre ministère et par le ministère des Transports. Et s'ils n'avaient pas connaissance à quel point les liens entre le ministère de l'économie et les dirigeants d'Uber étaient aussi proches, et ils l'ont découvert par les Uber Files, ils avaient bien compris que l'orientation idéologique du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, était en faveur de la déréglementation, y compris de leur secteur, et pour un soutien à cette ubérisation agressive qui se développait. Et que cette question des deux arrêtés a été vécue totalement autrement du point de vue des acteurs en question, les uns ayant considéré que le deuxième arrêté était une victoire, les autres au contraire que c'était un renoncement à contrôle, quoi qu'en dise en termes d'explication le préfet M. Nunez que nous avons auditionné. Sur la question du deal passé entre Macron et Travis Kalanick, le terme de deal a été celui d'Emmanuel Macron. Hein, dans les révélations d'Uber Files, c'est lui qui utilise ce terme, qu'il est arrivé à un deal. Il y a notamment en janvier 2015 une deuxième rencontre entre Travis Kalanick et Emmanuel Macron, où on a certes Uber qui est confronté par les enquêtes judiciaires pour travail dissimulé, où il y a des arrestations de chauffeurs d'Uber Pop, et suite à cette deuxième rencontre, les éléments que nous avons par les Uber Files sont les suivants. Un dirigeant lobbyiste d'Uber qui était présent à cette deuxième rencontre à Bercy envoie un compte-rendu aux avocats de l'entreprise. Il parle d'Emmanuel Macron. Il est favorable à une licence light pour les VTC et par conséquent un allègement significatif des conditions requises renforcées par la loi Thévenoud. Et l'objet du deal donc, va être... on s'est mis d'accord avec Emmanuel Macron sur un process en 2 temps. Proposer un ou plusieurs amendements à la loi Macron avant demain soir afin de modifier la réglementation actuelle introduite par la loi Thévenoud. Donc une volonté d'essayer de torpiller, de déconstruire en fait la loi Thévenoud. 2, nous avons une fenêtre de 4 semaines pour mener une campagne de communication avec Macron afin de faire accepter l'idée qu'une licence VTC light serait une solution pour l'emploi et la mobilité. Dans ce contexte, il s'agira de trouver le moment opportun pour rédiger un décret abolissant le régime proposé par la loi Thévenoud et introduire une réglementation plus souple. Ce que je commence à comprendre sur toute cette période, c'est que nous avons des ministères très attachés à l'état de droit, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le Premier ministre de l'époque, je pense, nous l'interrogerons, et un ministère de l'économie qui pense nécessaire, par disruption, par choix idéologique, de déréglementer très fort. Bon.
Jusque-là, à la limite, c'est un débat politique au Premier ministre de trancher et au débat parlementaire de pouvoir, en transparence, délibérer sur la définition de l'intérêt général. Le problème, c'est que la démultiplication des rencontres entre Emmanuel Macron et les lobbies de bière sont dans l'opacité la plus totale. Ils ne sont pas inscrits dans les agendas, ils ne sont publics de personne. Et on sent qu'il y a une volonté, y compris stratège, y compris manœuvrière, de la part du cabinet et de l'équipe du ministre de l'économie de l'époque, pour imposer un débat avec un réseau de députés qui vont défendre des amendements, et tout cela dans une opacité. Sur la stratégie, par exemple, des amendements, nous avons auditionné Luc Bello, et au regard des documents qui étaient en notre connaissance transmis par le consortium des journalistes, et on voyait bien que, par exemple, certains amendements qui étaient notamment pour remettre en cause le retour au garage des chauffeurs VTC, certains amendements, il avait été acté entre l'équipe d'Hubert et l'équipe de Macron que le ministre de l'économie donnerait un avis défavorable. Donc il s'agissait d'amendements, entre guillemets, pour faire un leurre, pendant que se préparait l'allègement de la formation. C'est-à-dire que pendant que vous aviez des ministères qui faisaient appel à Thévenoud, puis par la suite à Grand-Guillaume pour essayer de trouver un compromis le plus respectueux de l'état de droit et répondait aux enjeux, eh bien, on avait quand même une autre stratégie de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez, que pouvez-vous dire de ce qu'il se décidait entre vous et de la connaissance que vous aviez sur toutes ces stratégies, notamment de manœuvre par le biais de parlementaires? Bon, d'abord, je ne pouvais avoir à connaître que ce qui relevait de mes compétences ou que des réunions auxquelles je participais. Par la force des choses, je ne pouvais pas connaître de ce qui m'était étranger. Et ça valait à l'époque, ça vaut aujourd'hui encore. Deuxièmement, j'ai lu qu'il y avait toute une série d'amendements clés en main qui avaient été préparés à l'attention de parlementaires qui les avaient pris in extenso. J'ai été dans cette maison pendant un très grand nombre d'années. Je trouve ces pratiques très contraires à la conception qui est la mienne du rôle de parlementaire, parce qu'un parlementaire, il porte des considérations d'intérêt général. Il peut bien entendu recevoir des gens, c'est pas interdit. Avec la loi Sapin et l'article 25 de la loi Sapin et les règlements mis en œuvre au sein des assemblées, les choses ont beaucoup changé depuis, c'est très bien, nous l'avons voulu, et nous avons eu raison de le vouloir compte tenu des pratiques qui ont été révélées et dont vous venez de faire état dans votre question. Donc que tout cela ait existé, c'est fort possible, mais même si tout cela a existé, tout cela ne pouvait pas échapper à la manière dont se conçoit le travail législatif dans un État qui fonctionne normalement. Je m'explique. Lorsque une série d'amendements sont préparés émanant de parlementaires ou qu'il s'agisse d'amendements gouvernementaux à un texte de loi aussi important que celui auquel vous faites référence, il y a une mécanique interministérielle qui se met en place. Cette mécanique interministérielle conduit le cabinet du Premier ministre sur l'ensemble des sujets dont le Parlement aura à connaître à arrêter la position que le ministre prendra au banc du gouvernement. Donc, même si le ministre de l'économie et des finances avait l'intensité de l'activité qui est décrite dans les articles que vous venez d'évoquer, de toutes les façons, le ministre de l'économie et des finances n'aurait pas pu échapper à la logique interministérielle, parce que moi, je n'étais pas d'accord avec cette orientation. Mes collaborateurs étaient autour de la table lorsque la décision interministérielle se prenait à Matignon. Le ministre des Transports de l'époque, il y en a eu deux. Première partie, ça devait être Frédéric Cuvillier, ensuite Alain Vidalis, avaient leurs propres opinions. Donc, Emmanuel Macron n'était pas encore à la tête d'un dispositif totalement vertical qui le conduisait à décider de tout à tout moment. Il était ministre parmi d'autres. Bon. Et donc, vous voyez, même si Emmanuel Macron avait voulu, à ce moment-là, avec les Uberfile, faire tous les deals du monde, il n'aurait pas pu les faire seul. Bon. Et il aurait eu en face de lui des gens qui s'y seraient opposés pour toutes les raisons que j'évoque depuis le début de cette audition. Et à aucun moment, il n'aurait pu, au banc du gouvernement, si l'État avait fonctionné normalement, il a fonctionné normalement à ma connaissance, donner un avis à un amendement parlementaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord
du gouvernement décidés en interministériel. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'État. Quels que soient ceux qui dirigent l'État, c'est ainsi qu'il fonctionne, sinon il dysfonctionne. Sur l'histoire de cet amendement et de l'avis défavorable du ministre, comprenez la manœuvre en fait révélée par les journalistes. Il ne s'agit pas de dire que l'avis du ministre de l'économie était contraire à celle du gouvernement, bien au contraire, mais qu'il s'agissait à un moment donné d'une organisation de manœuvre, pousser des amendements, néanmoins avoir des avis défavorables sur ces amendements conformément à l'intérêt du gouvernement pour pouvoir montrer les menaces possibles dans l'hémicycle sur une certaine orientation et mieux faire passer un compromis sur la formation. En tous les cas, c'était visiblement des stratégies de manœuvre qui n'avaient pas été, qui étaient restées dans l'opacité, que ce soit y compris même pour les porteurs d'amendements, les députés porteurs d'amendements, et a priori, vous me le confirmez, du point de vue des différents membres du gouvernement. De ça, ces procédés. C'est totalement contraire à la conception de la Ve République à laquelle on me reproche parfois d'être très fortement attaché. Ça, c'est de la tambouille. Et ce que j'ai vécu au sein du gouvernement lorsque j'y étais, c'est qu'il y avait un dispositif qui protégeait l'État de toute tentation tambouillarde, c'est le processus interministériel portant une vision d'intérêt général. Et je n'ai pas vu pendant cette période, quelles que soient ses orientations, ses souhaits politiques, sa volonté disruptive, etc., le ministre de l'économie de l'époque échapper à la logique interministérielle. Je mentirais si je vous disais que j'ai vu autre chose qu'un dispositif interministériel s'appliquant correctement. Alors, que ces manœuvres aient existé, etc., ça, vous pouvez être très attaché à un fonctionnement normal de l'État, souhaiter que ce soit des mesures, des considérations d'intérêt général qui président au positionnement de l'État et n'avoir aucune naïveté à l'égard de la manière dont les choses peuvent se passer. Et je vous confirme que je n'ai aucune naïveté. Mais le dispositif de fonctionnement de l'État, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre à l'époque, à mon avis, était de nature à éviter que le dispositif ne dérape. En tous les cas, c'est le sentiment que j'en ai eu. J'entends, mais vous comprendrez que l'objet de cette commission d'enquête est quand même néanmoins de s'attacher à l'ensemble des révélations d'Uber-Files qui montrent une énorme opacité dans toutes ces relations et ces échanges. Alors certes, nous sommes à ce moment-là avant la loi Sapin II, donc il n'y a pas d'obligation, même si je pense que on doit regarder aussi ces faits-là au regard de la loi Sapin II pour se dire est-ce que la loi Sapin II aurait pu garantir moins d'opacité, plus de transparence, et on voit aussi du coup, et nous y travaillons ardemment à toutes les insuffisances du décret d'application de la loi Sapin II. Donc opacité, tambouille, et par ailleurs, avant de donner la parole à ma collègue, vous avez été très attaché à montrer que l'état de droit était respecté, ou en tous les cas, il n'y avait pas de manquement de l'État à faire respecter l'état de droit. Je pense qu'il y a eu une véritable volonté affichée, c'est reconnu par les acteurs concernant votre ministère. Néanmoins, vous pourrez reconnaître que la loi Grand-Guillaume, d'abord la loi Thévenoud puis la loi Grand-Guillaume, de fait, n'ont pas été appliquées et ne sont pas appliquées en intégralité. Qu'aujourd'hui, par exemple, concernant l'objectif de réservation préalable et la nécessité de retour au garage pour les chauffeurs VTC, ces choses-là ne sont pas appliquées dans les faits. Est-ce que vous ne pensez pas que dans la stratégie de lobbying d'Uber, l'utilisation d'Uber Pop et le maintien d'Uber Pop après la première décision du judiciaire, lorsqu'ils font appel et avant que n'intervienne l'arrêté qui sera pris et qui mettra fin à l'appli effectif, même si la poursuite judiciaire, d'ailleurs, elle n'est toujours pas close, hein, elle a toujours
elle est toujours en cours. Est-ce que vous ne croyez pas que Hubert Pop a servi un peu de, alors venant de moi, n'en rigolez pas trop, mais de drapeau, de chiffon rouge, pendant que finalement Hubert pouvait continuer à s'implanter sur le territoire. C'est-à-dire que Hubert fait en sorte qu'on se préoccupe énormément d'Hubert Pop. Les chauffeurs de taxi sont excédés par Hubert Pop, qui est vraiment l'extrême dérégulation. Et pendant ce temps, Uber continue, alors que l'application classique Uber, elle aussi, contrevient à l'état de droit sur bien des domaines. Et résultat, les décisions que l'on prend, enfin, on fait interdire Uber Pop, mais les décisions que l'on prend comme un compromis, notamment sur l'abaissement de la formation, maintiennent aussi Uber en développement. Et dernière chose, aujourd'hui, vous avez dit une phrase très forte aussi sur le fait que vous souteniez la directive européenne en débat sur la présomption de salariat. Aujourd'hui, pensez-vous que cette directive devrait faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui, la position de la France n'a pas été rendue, entre guillemets, publique et débattue par les parlementaires sur cette directive présomption de salariat. Or, nous savons que les discussions en toute opacité entre les lobbies et les décideurs publics se poursuivent, ne se sont absolument pas arrêtées, et que c'est aussi l'objet de notre enquête parlementaire d'éclairer cela. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La stratégie d'Uber était d'un cynisme total. Elle consistait à multiplier les fronts de façon agressive et disruptive pour obliger l'État à modifier sa réglementation de sorte qu'elle devienne favorable aux intérêts d'Uber, ce qui était inacceptable. Et ce qui me paraissait être souhaitable pour contrecarrer cette stratégie était de ne rien laisser passer à Uber sur aucun sujet, ni sur Uber Pop, ni sur le non-respect des dispositions législatives et réglementaires concernant les activités qui ne relevaient pas d'Uber Pop, ni sur les conditions d'exploitation des personnes par Uber, car quand on voyait le temps de travail des chauffeurs d'Uber Pop et ce qui leur restait après avoir travaillé des heures durant dans des conditions de déréglementation totale, c'était absolument inacceptable au regard de ce que sont les principes du droit français. Donc, je pense que vous avez raison sur ce qu'était la stratégie d'Uber. C'était effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire une stratégie cynique, tous azimuts, destinée à obtenir la déréglementation la plus totale pour permettre non pas aux salariés, enfin aux chauffeurs d'Uber de pouvoir prospérer au terme de cette déréglementation, mais pour permettre à Uber de continuer à faire son business sans acquitter ses charges sociales et sans payer d'impôts en France, puisqu'il avait une petite activité en France qui ne justifiait pas d'une assiette fiscale permettant la fiscalisation de la totalité des revenus engendrés par son activité, ce qui n'était absolument pas le cas des taxis. Les taxis payaient leur impôt en France, il faut quand même le rappeler. Oui, cette stratégie était celle-ci, et c'est la raison pour laquelle j'étais dans l'état d'esprit que je vous ai indiqué, c'est-à-dire ne rien laisser passer sur aucun sujet. Et que quel que soit le gouvernement qui aura à faire face à ces sociétés internationales qui procèdent ainsi, il aura de toutes les façons à témoigner de la même fermeté sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Donc je partage votre diagnostic, et c'est parce que je partage votre diagnostic que l'action que nous avons conduite l'a été dans l'esprit que j'ai indiqué. Pour ce qui concerne le débat à l'Assemblée nationale, je ne veux pas m'élever au-dessus de ma condition. Moi, je ne suis plus dans cette maison, j'ai plus de responsabilité gouvernementale. Le principe que j'aurais tendance à défendre, c'est qu'il n'y a pas de débat dans cet hémicycle qui soit inutile. Et ces questions me paraissent suffisamment essentielles pour qu'un Parlement comme celui de notre pays puisse être amené à en débattre, bien entendu. Ces sujets sont fondamentaux. Ils sont les sujets par lesquels on parviendra, dans les années qui viennent, à maintenir des activités dans des conditions de respect des droits des salariés qui soient suffisantes pour éviter leur exploitation par des acteurs dont on a mesuré le cynisme.
Merci. Je veux laisser la parole à notre collègue Madame Rouleau. Bon, est-ce que vous pouvez poser vos deux questions en même temps, peut-être, à ce moment-là, et comme ça, on laisse le Premier ministre répondre et conclure. Je vais essayer d'être rapide. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez été extrêmement clair. Néanmoins, j'ai encore du mal à comprendre comment, en France, on peut laisser perdurer des pratiques illégales, puisque vous avez dit, devant cet état de fait, les solutions étaient de deux ordres, d'ordre législatif en premier et d'ordre administratif en second. Donc, si j'ai bien compris, on a adopté une loi, la première loi, la loi Thévenoud. Pourquoi, en fait, on ne pouvait pas, pourquoi on était... Parce qu'en adoptant cette loi, en fait, on reconnaît un état de fait. On laisse les VTC. Voilà, donc on est surpris, moi, en tant que citoyenne lambda, je suis surprise qu'une pratique perdure au point qu'il faille une loi pour l'empêcher. Donc pendant ce temps, elle perdure. Pourquoi on n'arrête pas tout de suite? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les empêche pas de pratiquer? Voilà, ça c'était ma première question, puisque vous êtes très attaché à l'état de droit comme je le suis. Deuxième chose, est-ce que dans la loi Thévenoud qui était là pour apaiser, vous avez dit on la prend pour apaiser, est-ce que dans la loi Thévenoud il était prévu une quelconque indemnisation pour les chauffeurs de taxi, puisque certains ont vu la valeur de leur licence chuter de moitié et certains se sont suicidés? Est-ce que pour apaiser justement, la loi Thévenoud a imaginé, si elle n'a pas imaginé, pourquoi le problème d'indemnisation des licences? Bon, d'abord, nous n'avons pas laissé perdurer une situation illégale puisque Uber Pop a été fermé, puisque des actions ont été déclenchées contre Uber au terme de démarches notamment initiées par des membres du gouvernement à la faveur du déclenchement de l'article 40, que des tribunaux ont pris des décisions qui ont été confirmées par les instances d'appel. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait, puisqu'au contraire, toute l'action que j'ai rappelée était destinée par la loi et par l'intervention de l'administration à préciser le cadre juridique et, lorsqu'il n'était pas respecté, à faire cesser l'activité. Pour ce qui concerne l'indemnisation, j'avais sur l'indemnisation des chauffeurs dont la valeur de la licence avait considérablement décru du fait de l'arrivée des VTC sur le marché, en sachant que la licence était l'équivalent pour les chauffeurs de taxi d'un fonds de commerce pour des commerçants, c'est-à-dire qu'il était un élément de leur patrimoine de retraite. On a oublié ça, mais c'était un élément déterminant. Sur le plan des principes, je trouvais que le fait que l'État, avec de l'argent public, vienne compenser des pertes de ressources résultant du non-respect des dispositions législatives et réglementaires par des acteurs privés était quand même un sujet qui méritait débat. Et ça méritait débat. Et donc, il fallait plutôt réguler l'activité des transports aux personnes pour que les licences ne perdent plus de valeur et même reconstituent leur valeur. Et de ce point de vue-là, ce qui a été fait avec les licences incessibles gratuites était de nature, pour les licences qui avaient été acquises, de permettre le maintien de leur valeur, éventuellement leur revente, plutôt que de voir l'État, avec l'argent public, venir compenser pour le compte des artisans ce qui résultait de la spéculation et du non-respect de la loi par des acteurs privés dont on connaissait les marges, et éventuellement qu'on mette en place un fonds d'indemnisation payé par Uber me paraissait bien plus sensé que de mettre en place un fonds d'indemnisation public. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de votre témoignage, votre présence et de l'exhaustivité de vos réponses. Si nous avons des questions complémentaires, je pense que nous vous les ferons parvenir. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers notre commission d'enquête si vous voulez vous-même apporter des précisions ou des éléments complémentaires, puisque nous continuerons à travailler jusqu'en juillet. Mais à l'intervalle, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée.